Allô? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci pour votre présence ici et merci Pascal pour cette belle introduction. Eh bien avec Claire, on a la lourde tâche en 30 minutes de résumer un petit peu tout en fait, les cryptoactifs, les activités, etc. pour faire une petite introduction un peu à cette journée et aux différents thèmes qui vont être abordés à nouveau autour des différentes tables rondes qui sont prévues. Tout de suite, je vais passer la parole à Claire pour commencer. Merci beaucoup Simon. Déjà, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir de revoir du monde après 1 an et demi sans vraiment d'événements crypto. Donc, merci à la Dan pour ça. Ce que je vous propose peut-être pour commencer, c'est de tout simplement reprendre la super classification des actifs numériques qui a été faite par la Dan et qui vous permet peut-être... Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà bien la crypto, donc désolé pour cela parce que je pense qu'on va reprendre certaines bases. Mais ça va au moins permettre à tous les autres de bien comprendre les différents types d'actifs et les différents types aussi d'activités qu'il y a autour. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ce qu'on appelle les crypto-monnaies, ou ce que la Dan appelle de manière un peu plus politiquement correcte des jetons de protocole. Alors des jetons de protocole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des actifs qui ont leur propre blockchain. C'est-à-dire que si je parle de Bitcoin par exemple, le jeton Bitcoin fonctionne sur la blockchain Bitcoin et donc on appelle ça un jeton de protocole. Alors, le premier commentaire que j'aurais à faire là-dessus, c'est qu'il y a eu un choix dans le discours de ne pas dire crypto-monnaie aussi par la Dan, parce que c'est un mot qui froisse. Et moi, j'ai pu constater cette année qu'il y a eu d'énormes débats dans l'espace public sur le mot crypto-monnaie. Je sais qu'il y a des institutionnels dans la salle, donc je sais aussi qu'il y en a qui ont des opinions potentiellement bien tranchées sur ce mot-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de se reposer la question de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie et de débattre de qu'est-ce que ça doit être une monnaie. Est-ce que ça doit être un bien public? Est-ce que ça doit être contrôlé par un acteur central? Ou est-ce que ça peut être quelque chose de complètement décentralisé comme Bitcoin? Donc finalement, ces débats-là, ils sont assez sains, mais quelque part, il manque l'essentiel, puisque quel que soit le mot qu'on utilise pour qualifier ces actifs-là, certains sont utilisés déjà comme monnaie. On pense à Bitcoin au Salvador, par exemple, qui est maintenant une monnaie légale. Donc, il y a eu des grandes avancées qui permettent d'utiliser ces actifs comme des monnaies. Donc, voilà, je sais que moi-même, j'oscille souvent entre les termes crypto-actifs et crypto-monnaie pour pas tellement froisser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, je ne pouvais vraiment pas dire le mot crypto-monnaie devant un client parce que je savais que c'était craindre un peu les foudres du tonnerre et potentiellement rater quelque chose avec ce client. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un terme qui est beaucoup plus accepté et que finalement, même avec des institutionnels, on peut parler de crypto-monnaie parce que l'usage de ce mot s'est répandu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Simon. Oui, effectivement, tu as justement observé notre choix de vocabulaire. C'est vrai que nous, notre classification, on l'a voulu purement fonctionnelle. Donc, on a essayé de se détacher un peu de ces débats qui sont des débats extrêmement intéressants, mais qui ont autant une connotation politique, économique, etc., pour essayer de retourner un peu à la racine de ce qui distingue ces tokens de protocole, ces crypto-monnaies, des autres crypto-actifs qui sont émis par des personnes, qu'ils soient privés, publics, etc., à la différence des des tokens de protocole ou des crypto-monnaies, puisque elles vraiment reposent sur les règles du protocole public qui servent de base à la création finalement de ces valeurs, de ces réseaux de valeurs sur lesquels se développe le reste de ces cas d'usage. Donc on a voulu quand même trouver un terme qui soit à la fois clair sur le plan fonctionnel. Évidemment, token de protocole, on comprend tout de suite que c'est le cryptoactif de base du protocole et qui lui permet de fonctionner. Et en même temps, on sort un peu de cette... voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas le terme crypto-monnaie. C'est quand même important, évidemment, de faire le lien avec ce qui existe déjà. Et puis, il y a quand même une connotation, une logique dans la création de ces cryptoactifs qui avait une vocation monétaire, notamment autour de Bitcoin. Donc, ça reste extrêmement important. Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que ces tokens de protocole, ils sont à la fois dominants sur le marché, puisque quasiment tous les volumes se font sur ces tokens de protocole, et il reste quand même la brique fondamentale de ces réseaux sur lesquels se développe le reste des cas d'usage. L'organisation m'indique qu'il faut que l'on s'assoie pour des questions d'éclairage. Très bien. Merci du coup pour ton commentaire. On a bien vu en fait que les crypto-monnaies sont devenues un sujet dominant, je dirais, dans les médias cette année. Alors
on le constate aussi en fonction des demandes qui nous arrivent, je dirais, de la part de nos clients chez Blockchain Partner et maintenant chez KPMG. Et par exemple, il y a 5 ans, nos clients ne nous parlaient jamais de crypto-monnaie, on nous parlait de blockchain. Aujourd'hui, on a chez nos clients des gens qui viennent directement nous parler de crypto-monnaie, qui viennent nous parler de Bitcoin pour investir une petite partie de leur trésorerie, par exemple, dans Bitcoin, ou pour chercher finalement des services autour des crypto-monnaies à proposer à leurs clients. Donc il y a vraiment une nouvelle approche et un niveau de maturité, je dirais, qui a augmenté sur ce marché. Pascal le disait tout à l'heure, ça s'est vraiment institutionnalisé. Donc ça, c'est intéressant. Mais je constate aussi que en France, ça reste un mot qui fait un peu peur, et je le vois dans les institutions financières. Souvent, les gens que j'ai en face de moi ont peur de s'engager dans leur entreprise autour du mot crypto-monnaie et même crypto en général. Et donc, on va plutôt aller chercher d'autres termes. Et pour ça, les monnaies numériques de banque centrale ou les stablecoins sont un peu devenus le nouvel angle, la nouvelle accroche pour parler de crypto. Et donc, souvent, avec nos clients bancaires, on a plutôt des discussions autour des MNBC ou des stablecoins qu'autour des crypto-monnaies, parce que c'est encore trop politiquement compliqué. Oui, alors je fais une observation là-dessus. C'est assez intéressant parce qu'il y a 2 ans, c'était Security Token, la porte d'entrée. Donc c'est un peu aussi une mode aussi des nouveaux termes. Alors évidemment, à chaque fois, on comprend pourquoi ce sont des portes d'entrée, parce que ce sont des actifs qui sont beaucoup plus faciles à rattacher à des concepts qui sont déjà maîtrisés par les acteurs de place. Évidemment, les titres financiers a priori, la monnaie, tout ça, ce sont des catégories d'actifs beaucoup plus claires, beaucoup plus simples à appréhender, et qui ne viennent pas un peu de cet univers parfois un peu effrayant des cryptoactifs qui sont quand même nés en dehors du système traditionnel, ce qui est une de leurs caractéristiques principales. Oui, et là-dessus, alors je repense à ce que Pascal disait tout à l'heure et ce que je trouvais très juste sur les monnaies numériques de banque centrale. Alors on voit que les États-Unis et la Chine ont défini une politique très claire là-dessus. On a récemment la Fed qui a communiqué une position où finalement ils disent les stablecoins quelque part privés ne nous font pas peur, et finalement une monnaie numérique de banque centrale, on ne voit pas bien quel est l'avantage pour l'utilisateur par rapport à tous les outils de paiement qui existent déjà. Et donc c'est vrai que les États-Unis ont pris une position très libérale là-dessus. En Chine, c'est très top-down, mais il y a un yuan qui est déjà sur le marché. Il y a des tests grandeur nature. On déploie des distributeurs pour convertir le yuan en euros en vue des Jeux Olympiques de Pékin. Donc il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en Europe, on a ces annonces très prospectives, puisqu'on nous dit, voilà, ce sera... Alors, mais c'est même pas 2025, j'ai vu, c'est 2026, puisqu'on a 2 ans de travaux de réflexion, puis 3 ans potentiellement de mise en place. Et donc forcément, c'est très long. Mais tu vois, plus j'y pense et plus je me dis... en fait, c'est pas très grave, parce que même si c'est loin, je pense que si notre BCE ne sort rien avant 2025, 2026, 2027, il y a des choses qui sortiront avant. Du moins, j'espère. Alors, tu me contrediras peut-être avec la réglementation. Mais je pense qu'il y a un tel manque aujourd'hui de stablecoins euros. Comme le disait Pascal, l'immense majorité des stablecoins sont indexés sur le dollar, qu'il y a un vrai besoin d'avoir un stablecoin euro. Et donc, si ça ne sort pas par une banque centrale, ça sortira par des acteurs privés. Oui, alors je le souhaite, parce que je constate comme toi et comme je pense le reste de l'écosystème, la montée en puissance des stablecoins dollars et la création du coup d'une économie cryptoactive qui repose quand même essentiellement sur la valeur dollar, ce qui pose un certain nombre de problèmes évidemment quand on est localisé en Europe et que notre valeur de référence est l'euro. Ce côté un peu politique de l'euro numérique, et notamment autour du choix entre la monnaie numérique de banque centrale et les stablecoins, on le retrouve évidemment très fort dans les enjeux européens aujourd'hui. Le projet MiCA a pris une approche plutôt très dure sur les stablecoins, et bon, nous on continue à porter les messages évidemment à l'Europe, mais notre vision là-dessus est quand même assez compliquée. Enfin, en tout cas, on voit mal comment on pourrait créer un stablecoin euro avec un business model cohérent en Europe aujourd'hui, avec la réglementation qui est en train de se mettre en place. Donc on espère que tout ça va un petit peu s'ajuster dans les dernières heures de la mise en place de la réglementation. Parce qu'effectivement, dans l'intervalle, avant le MNBC, il faudra bien quelque chose pour travailler sur blockchain, sur crypto, avec une valeur de référence qui ne soit pas le dollar. En tout cas, on souhaite que ça arrive avec le développement du marché européen, évidemment. Sur ces aspects un
peu de développement de marché. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez vu aussi d'autres, peut-être nouvelles catégories d'actifs un peu arriver? Bon, je vais mentionner les NFT. Je pense que c'est quelque chose que on doit venir vous voir un petit peu là-dessus. Ah, on vient beaucoup nous voir. Alors, je vais le dire de manière un peu cash, mais moi, j'ai l'impression que les NFT, c'est un peu le nouveau phénomène, comme ce qu'on a eu avec les ICO en 2017. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses hyper intéressantes, bien sûr, mais j'ai remarqué que c'était un nouveau buzzword, et je le vois dans les sollicitations médiatiques, je le vois chez nos clients, je le vois dans les prospects qui viennent nous voir, qui ont des projets très vagues, finalement, sur les NFT, en nous disant simplement « je veux créer un NFT », et puis quand on creuse, en fait... finalement, ils veulent juste gagner de l'argent. Ils veulent juste vendre un NFT pour gagner de l'argent. Et donc, il y a cette forme de buzz et d'appât du gain qui s'est créé autour des NFT. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des choses extrêmement intéressantes. Alors, je pense à Sorare, par exemple, qui fait donc ces cartes de joueurs de foot sous forme de NFT. Je pense que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'applications sur ces tokens. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, NFT, c'est tokens non fongibles. Et donc, ce sont des jetons applicatifs qui n'ont pas leur propre blockchain et qui ont la particularité d'être uniques. Et pour la plupart d'entre eux, ça fonctionne sur Ethereum, je pense qu'on peut le dire. Et donc ces jetons-là, ils ont été beaucoup popularisés par les ventes de certaines grandes maisons d'enchères comme Christie's et Sotheby's, qui ont vendu des NFT rattachés à des œuvres d'art pour des montants pharaoniques de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc forcément, ça a créé un engouement particulièrement dans le marché de l'art, qui aujourd'hui se dit finalement, si je mets un NFT accroché à mon œuvre d'art, quelque part, ça va peut-être lui permettre de se vendre plus cher. Et donc je trouve que les motivations finalement sont plus souvent financières que pour un véritable intérêt technologique, alors qu'il y a une utilité, parce que ça permet d'apporter plus de liquidité, ça permet d'avoir un certificat de propriété, et puis peut-être plus tard dans des applications de la finance décentralisée, de mettre, je sais pas, des NFT en collatéral, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais voilà, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de hype médiatique là-dessus et pas encore dans une phase de maturité, je trouve. Oui, je pense que alors, les NFT ne sont pas vraiment nouveaux sur le plan technique. Hein, c'est des choses qui existent depuis probablement 2013. Mais c'est vrai que cette hype et notamment ces montants très importants d'échanges qui ont eu lieu surtout là, en mars, autour du mois de mars-avril, ça a créé un appel d'air et peut-être aussi un peu de bruit autour de ce concept. Les NFT, c'est vrai que ça reste quelque chose de très intéressant. En fait, c'est vraiment une catégorie d'actifs à part entière sur les réseaux blockchain. C'est une catégorie d'actifs unique. On en fait à peu près ce qu'on veut. Alors évidemment, les œuvres d'art et aussi tout ce qui est autour du jeu, on voit que c'est les premières accroches sur lesquelles il y a vraiment de l'intérêt du public et où on sort aussi un petit peu, ça fait partie de ces vagues où on sort du public crypto traditionnel. Pour le meilleur et pour le pire, évidemment, puisqu'on atteint un nouveau public, on atteint des gens qui n'ont pas forcément tout l'historique de comprendre ce que c'est les réseaux publics, de ce que c'est la valeur sur cryptoactifs, etc. Et donc, voilà, des projets, effectivement, peut-être que vous pouvez voir un peu à moitié maturés, mais qui sont quand même des débuts vers des choses peut-être intéressantes. Et je pense que ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est l'apparition de plateformes, tu vois, comme OpenSea ou Rarible, qui n'existaient pas avant. Et donc avant, si tu voulais créer ton NFT, il fallait coder. Donc forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'échange en fait, de NFT qui permettent de les créer et de les vendre très facilement. Donc forcément, ça popularise aussi auprès de personnes qui ne viennent pas du tout du milieu crypto. Et qui du coup peuvent se plonger là-dedans et peuvent créer leur œuvre d'art numérique. Et là où c'est intéressant, c'est que pour le coup, avant, l'art numérique, c'était très compliqué de le faire exister parce qu'on avait... Alors bien sûr, ça peut toujours être copié, mais on n'avait aucun moyen de prouver qui était l'auteur, quelque part, de cette œuvre. Et là, donc, ça va quand même permettre de rémunérer peut-être un peu mieux les artistes aussi. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Mais tu vois, pour moi, l'aspect collectible du NFT, il peut atteindre assez vite ses limites parce que c'est très subjectif en fait. C'est de l'art, donc on peut faire les mêmes critiques qu'à l'art contemporain par exemple, où on peut se dire voilà, cet artiste il a vendu ça mais je pense pas que ça vaut tel montant, etc. Et ce qui est intéressant avec les NFT, c'est qu'on va pouvoir créer de la programmabilité autour et donc les intégrer dans des applications un peu plus larges. Et alors je disais tout à l'heure s'en servir comme collatéral, mais je pense aux jeux vidéo par exemple. On va pouvoir utiliser ces NFT dans d'autres jeux, les faire circuler dans d'autres jeux, les faire sortir de l'écosystème du jeu vidéo. On va pouvoir se dire qu'un NFT vous donne accès, j'en sais rien, à une réduction pour un concert par exemple. Donc on va pouvoir vraiment avoir plus de composabilité et créer de nouvelles applications autour de ces actifs-là.
Oui, cette composabilité, on voit une des principales propositions de valeur en fait, qui est en train d'émerger autour des cryptoactifs. Cette capacité du fait que tous les cas d'usage sont sur les... Alors il y a plusieurs réseaux évidemment, il y a plusieurs blockchains publiques, mais dans la même blockchain, ou même avec des transferts entre blockchains, vous pouvez vraiment utiliser ces actifs de façon un peu libre, et finalement vous n'avez pas besoin de l'autorisation du créateur du projet d'origine pour utiliser son token dans autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, évidemment, surtout quand on parle peut-être de finance, où on a vu quand même ces derniers mois, je pense qu'il faut en parler aussi, le développement de la finance décentralisée, et puisqu'on est sur la catégorie d'actifs, les tokens de protocole qui sont un petit peu les actifs qui permettent de gouverner ces protocoles de finance un peu particulières. Donc là, on est vraiment dans l'innovation la plus radicale sur cryptoactifs, sur lequel il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de financements aussi qui ont été collectés ces derniers temps. Et bon, je ne sais pas, vous, un petit peu dans vos clients, comment ça se matérialise, mais la finance décentralisée, en tout cas dans le monde de la crypto, c'est vraiment le thème dominant aujourd'hui sur lequel se construisent les 3/4 des projets. Oui, complètement. Alors nous, on a beaucoup remarqué surtout que la finance décentralisée permettait de, quelque part, démontrer l'intérêt des cryptoactifs en général. Alors, même si l'intérêt pouvait sembler évident avant pour nous qui sommes des passionnés, je pense que pour beaucoup d'institutions et de grandes entreprises, c'était pas évident de se dire, bah voilà, on a des nouvelles monnaies, des nouveaux actifs qui circulent, mais finalement, à quoi ça sert? Et avec la finance décentralisée, on se rend vraiment compte qu'on accélère tous les délais des applications financières. Et finalement, il y a quelques années, créer un fonds d'investissement ou créer une application, je sais pas, de prêt, d'emprunt, ça prenait sans doute plusieurs semaines. Alors avec les fintechs, on est passé à quelques jours, et puis aujourd'hui, on passe à quelques heures avec la DeFi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, et ça rend tangible, je dirais, les avantages des crypto-monnaies et des crypto-actifs pour, par exemple, des acteurs bancaires ou des acteurs financiers traditionnels. Donc moi, j'ai beaucoup vu finalement cette finance décentralisée permettre de pousser le sujet crypto aussi chez certains clients qui auparavant ne voyaient pas tellement l'intérêt. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est vrai que les montants sont aussi assez conséquents, puisque c'était, il me semble, 2 milliards de dollars à peu près il y a un an, loqués dans la finance décentralisée. Aujourd'hui, on est à peu près à 60 milliards, donc on est quand même sur du x30. Donc forcément, quand on parle de ces montants-là, on se dit il y a une croissance dingue. Jusqu'où ça va aller? Alors moi, je ne pense pas que la DeFi va remplacer toutes les applications. Je pense qu'on aura encore des applications centralisées qui fonctionnent très bien, et d'ailleurs, aujourd'hui, les plus gros acteurs, c'est encore plutôt des Coinbase ou des Binance que des Uniswap, qui sont des échanges décentralisés. Mais voilà, on va sans doute assister à une sorte d'hybridation entre, à mon avis, entre la finance traditionnelle et la DeFi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Oui, tout à fait. Je pense que je te rejoins complètement sur le fait que la DeFi, c'est vraiment une illustration extrêmement pratique et extrêmement simple, qui fait un petit peu... Souvent, il y a un déclic quand on montre un cas d'usage décentralisé à quelqu'un. Ah oui, en fait, on peut faire ça. Et finalement, toutes ces caractéristiques de la blockchain qu'on donnait de façon un petit peu abstraite, voilà, settlement automatique, la publicité, l'auditabilité, enfin voilà, toutes ces caractéristiques... Bon, c'est intéressant évidemment de les énoncer, mais quand on les voit en action, évidemment, ça prend une toute autre dimension. Et on constate vraiment à quel point ces caractéristiques-là permettent de faire des choses nouvelles et qui sont aussi très intéressantes. Évidemment, ça ne va pas du tout remplacer intégralement la finance, puisque on est sur des systèmes qui sont quand même assez différents. Mais c'est vrai que de plus en plus, et on le voit d'ailleurs de la part des acteurs de la finance décentralisée, notamment certaines rumeurs autour de AV qui lancerait un service professionnel, etc. Donc il y a une convergence qui va se faire entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle, puisqu'elle peut apporter vraiment des choses nouvelles et intéressantes. En tout cas, on le voit arriver. Ouais, et puis je trouve surtout que ça a aussi permis d'assister à vraiment la création de nouveaux acteurs qui se positionnent comme, alors je ne vais pas dire des acteurs de référence parce que c'est encore trop tôt, mais finalement ça faisait longtemps que dans l'écosystème crypto, on n'avait pas vu une telle nouvelle multiplication de nouveaux acteurs, et donc c'est intéressant de voir qu'on assiste d'un côté à la consolidation de certains géants comme Coinbase qui est entré en bourse, etc. Et puis de l'autre côté à la création d'un nouvel écosystème, alors un peu pirate quelque part, qui va créer ces nouvelles applications financières
qui alors parfois s'inscrivent dans la réglementation, parfois sont complètement en dehors parce qu'il n'y a pas de siège social, il n'y a pas de territorialité, etc. Mais du coup, ça permet de stimuler encore l'innovation dans un écosystème qu'on pensait en train de se consolider. Maintenant, il y a encore des nouvelles choses. Et ça permet aussi de bouger les acteurs crypto qui sont presque devenus des acteurs traditionnels. Tu vois, je pense que c'est pas pour rien que Coinbase a sorti son espèce de livret A à 4%, où maintenant on peut avoir du dollar placé à 4% chez Coinbase, ce qui est nettement plus intéressant que son livret A. Bah, ils ont aussi fait ça parce que de l'autre côté, on a des acteurs de la DeFi qui ont créé ces services. Voilà, je pense à BlockFi, Nexo, enfin il y en a plein, mais où on peut placer son argent avec des taux nettement plus intéressants que dans la finance traditionnelle. Et donc forcément, ça titille quelque part les nouveaux géants de la crypto qui sont obligés aussi de se mettre au goût du jour. Effectivement, je pense qu'on peut... Alors nous, à la DAN, quand on présente un peu l'industrie, du coup, maintenant on parle d'acteurs établis et d'acteurs émergents. Et les acteurs établis, évidemment, c'est tous les prestataires de services sur actifs numériques, les brokers, les exchanges, enfin toute l'infrastructure de marché primaire, secondaire, les émetteurs un petit peu traditionnels type ICO, ou évidemment les acteurs qui permettent à tout ce petit monde de fonctionner. Alors Ledger, on le met dans les établis parce que ça commence à devenir des grandes entreprises qui ont énormément de... qui sont déjà beaucoup mieux comprises, en fait, en dehors de l'écosystème crypto, qui peuvent parler à des institutionnels. Et je pense que c'est un peu les caractéristiques... c'est là qu'on voit que l'écosystème devient établi. On peut commencer à parler de marché, on peut commencer à parler... Alors, c'est ce que tu disais au début sur l'acceptation un peu plus des crypto-monnaies, c'est parce qu'il y a aussi ces acteurs qui sont considérés comme des acteurs sérieux aujourd'hui. Ils sont là depuis 5-10 ans, ils sont régulés, ils font des diligences particulières, enfin ils sont régulés quasiment comme des acteurs financiers traditionnels. Et ça donne un peu aussi une légitimité au secteur dans son ensemble. Et puis par ailleurs, on voit que l'innovation se fait par couches et que sur une stabilisation un peu de ces acteurs et de ces marchés, donc l'entrée et la sortie dans le monde crypto est devenue très facile. Il y a encore quelques petits problèmes bancaires, mais on y viendra peut-être plus tard. Mais au-delà de ça, vous avez une entrée et sortie facile, vous savez comment vous êtes taxé, vous avez des acteurs qui sont régulés, qui sont validés, etc. Bon, donc ça c'est facile. Maintenant, il y a toute une innovation qui se crée sur ces actifs. Et là, on est encore évidemment dans quelque chose qui sont en fait... l'état dans lequel étaient ces acteurs qu'on appelle établis il y a à peine 5 à 6 ans. On a vraiment une évolution de marché par phase. Alors je repense à ce qu'on disait, tu vois, sur les stablecoins. Pour moi, le fait d'avoir les stablecoins euros qui arrivent serait vraiment aussi un accélérateur sur la transition entre les deux écosystèmes. Tu vois, je pense à une start-up, alors c'est déjà tellement gros maintenant, mais comme Sorare, qui aujourd'hui libelle ses cartes en Ether, et qui demain, avec un stablecoin euro, pourrait libeller ses cartes en euros et donc démultiplier son champ des possibles et son potentiel de clients. Et donc le fait d'avoir des stablecoins euros, à mon sens, serait vraiment un accélérateur pour toute l'industrie. Et c'est vrai qu'on voit aux États-Unis des stablecoins sur lesquels il y a une politique de, je dirais, whitelist par défaut, et donc tu peux blacklister des adresses, alors qu'en Europe, de ma compréhension de la réglementation aujourd'hui, on est plutôt sur une politique où pour créer un stablecoin euro, je pense à Lug par exemple, il faut être dans un écosystème fermé où on va uniquement whitelister les adresses qu'on accepte. Et donc la réglementation fait qu'aujourd'hui, les stablecoins euros sont quand même, je dirais, moins intéressants et beaucoup plus difficilement interopérables avec d'autres applications que les stablecoins dollars. Évidemment, si on part sur un whitelist obligatoire, par exemple, tout ce qui est l'innovation autour de la finance décentralisée est complètement inaccessible puisque vous allez avoir du mal à whitelister des adresses de protocoles qui sont nouveaux ou qui potentiellement n'ont pas d'entreprise, etc. Effectivement. On me dit qu'il reste 5 minutes. Et donc peut-être que je propose qu'on passe aux questions-réponses si des gens dans l'assistance ont des questions. N'hésitez pas. Bonjour, merci pour cette vision des choses. Et vous avez parlé justement de la différence entre la finance décentralisée et les acteurs plus traditionnels de finance centralisée, les banques, etc. Comment justement se passe l'interfaçage entre ces deux champs? Parce que justement les banques, c'est très connu, ce sont des choses qui sont assez
lente et assez réticente au changement, surtout en plus on voit en Europe par rapport aux US, par exemple ce qu'a dit Pascal, alors que justement la finance décentralisée c'est rapide, c'est un accélérant. Comment est-ce que vous voyez ce clash ? Pour être tout à fait honnête avec vous, en Europe, pour l'instant, cet interfaçage ne se passe pas, ou très peu. Je dirais que la finance décentralisée sert plutôt d'illustration et d'acculturation pour d'abord aller sur des services de base liés aux crypto-monnaies. Et donc le fait de dire, regardez, il y a de la finance décentralisée, ça va pousser les acteurs traditionnels à se dire, peut-être qu'il faut qu'on se mette aux crypto et qu'on réfléchisse à proposer, je ne sais pas, un service de custody, par exemple, à nos clients. Donc pour l'instant, l'interfaçage avec la finance décentralisée, il n'est pas encore là. Aux États-Unis, c'est peut-être différent et je pense qu'il y a des acteurs financiers qui regardent ça d'un peu plus près, mais en Europe, on n'en est pas encore là. Oui, c'est vraiment du prospectif, hein, l'interfaçage. Et un certain nombre d'acteurs de la crypto ont commencé à avoir des licences qui leur permettraient peut-être d'interagir avec ces acteurs-là, mais évidemment, entre la transformation, entre cette idée-là et la transformation, évidemment, comme vous l'avez dit, le secteur financier traditionnel, il faut du temps, il y a du cycle de marché, de comprendre un petit peu ce qui se passe avant de... Oui, c'est une question hyper pratique. Aujourd'hui en France, quels sont les acteurs institutionnels qui bénéficient d'un service de custody ou de séquestre cryptographique qui tourne ? Des acteurs institutionnels, alors par exemple des grandes banques. Par exemple. Alors j'aimerais vous donner des noms, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait. Je pense que l'acteur institutionnel peut-être le plus avancé, je pense à un acteur bancaire, c'est peut-être Forge, mais je ne pense pas qu'il fasse de la custody de crypto aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les acteurs qui font de la custody de crypto, c'est des acteurs nativement crypto. Mais s'il y en a dans la salle qui font ça, n'hésitez surtout pas à vous manifester, c'est le moment. Je ne sais pas si Simon, tu en connais. Alors justement, j'ai une question, parce que vous disiez qu'il y a des corporates ou des gens un peu établis qui veulent placer leur trésorerie, ou oui. Comment ils font ? Eh bien, qui gardent les clés, quoi. Ils les donnent à la secrétaire. Non, ils ont recours plutôt à des prestataires externes. Et donc, par exemple, si vous êtes je sais pas, une grande banque et que vous vous dites je vais proposer un service de custody où je veux investir une partie de ma trésorerie, par exemple, en crypto, ou si vous êtes je sais pas, une start-up et que vous voulez faire ça, aujourd'hui, concrètement, ils vont sur une plateforme d'échange, par exemple, et ils laissent leur crypto sur la plateforme d'échange, ou alors ils vont chez Ledger, et si c'est une petite boîte, ils prennent un Ledger Nano, et puis si c'est une entreprise un peu plus grande, ils envisagent le Ledger Vault, par exemple. J'aurais fait de la pub à Ledger aujourd'hui. Oui, il y a aussi des PSAN français qui font de la custody à titre professionnel, donc vous pouvez aller les voir pour faire votre custody. Donc eux sont enregistrés et ils fournissent le service. Donc, mais du coup, c'est effectivement un effort d'institutionnalisation qui est plutôt fait par les acteurs crypto que l'inverse. Bonjour. Alors, une petite question pour vous. Qu'est-ce qui se passe si le Bitcoin retourne à 5000 ? Avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire, enfin, le sens de ma question, c'est évidemment, quelle est la valeur, quelle est la création de valeur le jour où le Bitcoin repart à 5000 ? Alors, ceux qui ont acheté à 30 000 auront perdu de l'argent. Et ceux qui ont acheté à 300 € en auront encore gagné un peu. Voilà. C'est un actif qui a une valeur qui change et qui monte et qui baisse. En termes de valeur, c'est un peu de dire qu'est-ce qui se passe si le pétrole baisse. Ça a des conséquences économiques sur les personnes qui le possèdent. Et si ça monte, ça a des conséquences économiques différentes. Voilà. Excusez-moi, je reprends la parole, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le Bitcoin. Donc il y a une valeur spéculative énorme, il y a beaucoup de gens qui achètent ça parce que ça monte. Donc le jour où ça redescend, ces gens-là sortent du marché, de manière assez logique. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui reste derrière ? Est-ce que vous avez confiance dans la solidité du système pour livrer une valeur dans la durée ? Alors, on peut raisonner un peu par analogie parce qu'on a déjà connu quand même des crashs sur Bitcoin, même si les montées et les crashs sont de moins en moins violents. Bitcoin est de moins en moins volatile avec le temps. On a connu des crashs, je pense notamment à fin 2017, début 2018, où globalement on est quand même passé de 20 000 à 5 000. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ont perdu de l'argent. Ça crée des cercles vicieux où effectivement les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du trading et qui se sont penchées sur la crypto-monnaie sans savoir faire ça,
voilà, ce ne sont pas des professionnels, donc effectivement, ils sortent assez vite. Mais aujourd'hui, l'industrie crypto et le cours du Bitcoin notamment n'est plus tellement porté par les particuliers, il est plutôt porté par des professionnels. Et je pense à des statistiques qui sont sorties aux États-Unis qui montrent qu'il y a un peu plus d'un tiers des gestionnaires d'actifs qui détiennent de la crypto. Alors pas spécifiquement du Bitcoin, mais de la crypto en général. Et quand on regarde les adresses et les montants qui sont détenus, on se rend compte qu'en fait, contrairement à 2017, le cours aujourd'hui est beaucoup plus porté par des entreprises, alors je pense à MicroStratégie, mais des gestionnaires d'actifs ou des entreprises, que des petits porteurs comme vous et moi, qui achetons un peu de Bitcoin avec ce qui reste de nos économies. Donc je ne pense pas, à titre personnel, que le Bitcoin pourrait retomber à 5000 parce que ça voudrait dire que tous ces acteurs professionnels et toutes ces entreprises vendraient. Et je pense que les entreprises sont quand même moins sujettes à des mouvements impulsifs que les particuliers. Après, ce n'est pas impossible. Et si jamais ça arrive, pour moi, il se passera un peu la même chose qu'en 2017, c'est-à-dire qu'on entrera dans une phase de ce qu'on appelle bear market. Et donc là, il y aura un peu moins d'acteurs, il y aura moins de sollicitations médiatiques. Les acteurs crypto devront serrer un peu la ceinture et puis on attendra 2 ou 3 ans pour que ça revienne, tout simplement. Peut-être pour compléter, juste, ce sont des phases d'ailleurs assez intéressantes en termes de développement de marché. Les 3 dernières années, en termes de développement technologique et d'innovation, ça a été extrêmement fort parce que justement, la phase d'euphorie un petit peu de montée de prix, elle a plutôt tendance à déconcentrer qu'autre chose quand on est en train de construire des produits et qu'on est en train de construire des choses. Donc c'est pas forcément négatif pour tout le monde, mais dans tous les cas, effectivement, on est dans un écosystème avec des variations de prix et des cycles de marché. Donc les prix peuvent changer. On ne fait pas de conseil en investissement ici, donc voilà, faites vos propres recherches. Mais en tout cas, le prix de l'actif sous-jacent, il me semble plus aujourd'hui être quelque chose qui serait une menace particulière sur la construction de l'écosystème. Même si le Bitcoin valait 5000, disons, ça n'enlèverait pas la valeur fondamentale qui est derrière le Bitcoin et derrière tous les cas d'usage qui ont été construits. Bitcoin étant un exemple parmi d'autres, bien sûr. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de votre très belle intervention. Merci Simon, merci Claire. Merci Je vous tous. propose une petite pause.